Je me suis réveillée à 4h30 du matin avec une boule au ventre qui refusait de disparaître. Le soleil n'avait même pas encore envisagé de se lever, mais mon esprit parcourait déjà une liste mentale de tout ce qui devait être fait avant le mariage de Thomas. Le sommeil était devenu un luxe que je ne pouvais plus m'offrir, ayant à peine dormi 2 heures la nuit dernière après avoir finalisé le plan de table jusqu'à minuit. 6 mois de préparation, 75 000 € prélevés sur mon fonds de retraite et d'innombrables nuits blanches avaient mené à ce jour. Le mariage était tout ce dont Émilie avait rêvé. Une cérémonie dans un jardin, suivie d'une réception sous une grande tente blanche ornée de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîches. J'avais personnellement choisi chaque détail, des flûtes à champagne aux éventails en papier monogrammé, qui devaient garder les invités au frais pendant l'échange des vœux en plein air. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était Émilie, sa voix plus aiguë que d'habitude, empreinte de panique. « Hélène, l'ourlet de ma robe pour le dîner de répétition est en train de se défaire complètement. La couturière a oublié de le finir correctement. Qu'est-ce que je suis censée faire? Le dîner, c'est ce soir. » J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 5h15. J'avais un rendez-vous chez le cardiologue à 10h, le 3e que je prenais après avoir dû annuler les 2 précédents à cause d'urgences liées au mariage. « Ne t'inquiète pas, Émilie. Je m'en occupe. Apporte-la dès que tu peux. » J'ai annulé mon rendez-vous d'un rapide courriel au secrétariat de mon médecin. Mon problème cardiaque pouvait attendre. La robe de ma future belle-fille, non. À 6h30, j'étais penchée sur ma machine à coudre, recousant méticuleusement le délicat ourlet de la robe en soie ivoire d'Émilie. Mes doigts n'étaient plus aussi agiles qu'autrefois, mais je cousais depuis l'âge de 8 ans. C'était quelque chose que je savais encore faire à la perfection. Pendant que je travaillais, les souvenirs affluaient. Thomas, tout petit, s'agrippant à ma jambe pendant que j'ourlais son costume d'Halloween. Thomas, à 12 ans, portant fièrement le costume que j'avais retouché pour sa première boum. Thomas, à 18 ans, me serrant fort dans ses bras avant de partir pour l'université, murmurant « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, maman. » J'ai fini la robe juste au moment où Émilie est arrivée pour la récupérer. Ses cheveux blonds encore humides de la douche, son visage sans maquillage révélant à quel point elle était jeune, à peine 25 ans. « Oh mon Dieu, Hélène, tu me sauves la vie. » Elle a à peine jeté un coup d'œil à la couture méticuleuse en attrapant la robe et en sortant précipitamment, déjà en retard pour son rendez-vous chez le coiffeur. Pas de merci, pas de reconnaissance pour le rendez-vous chez le médecin annulé ou les cernes sous mes yeux. Mais ce n'était pas grave. J'avais l'habitude d'être le système de soutien invisible, la fondation que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Je me suis préparé une tasse de café et me suis assise à la table de la cuisine, entourée des arrangements floraux que j'avais assemblés jusqu'à 2h du matin. Les centres de table, le panneau de bienvenue que j'avais peint moi-même, les serviettes soigneusement pliées, tout mon travail, tout mon amour. Thomas ne m'avait jamais demandé de faire tout ça, mais il ne m'en avait jamais empêché non plus. Mon petit appartement à la Croix-Rousse, ce quartier historique et charmant de Lyon, était devenu le quartier général non officiel de ce mariage. Chaque surface plane était recouverte de listes, d'échantillons de tissus, de rubans et de projets à moitié terminés. Parfois, en me déplaçant dans le chaos organisé, je me demandais si quelqu'un, à part moi, comprenait l'ampleur de l'effort investi. Chaque fleur, chaque police de caractère sur les menus, chaque note de musique que le quatuor à cordes jouerait avait été le fruit d'une décision réfléchie, d'une négociation budgétaire, d'heures de recherche. J'avais même pris des cours de calligraphie pour adresser les invitations à la main, un détail qu'Émilie avait trouvé charmant avant de les envoyer sans un second regard. Je sirotais mon café, le silence de l'aube seulement troublé par le ronronnement du réfrigérateur. La fatigue pesait lourdement sur mes épaules,
une fatigue qui n'était pas seulement physique. C'était une lassitude de l'âme, le poids de donner constamment, sans jamais recevoir en retour. Je me suis dit que c'était le stress d'avant-mariage, que tout redeviendrait normal une fois la fête passée. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce n'était pas vrai, que quelque chose de fondamental avait changé, que la fondation que je pensais si solide commençait à se fissurer et que personne ne semblait s'en apercevoir. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas est apparu 2 mois avant le mariage, lorsque je n'ai pas été invitée à l'enterrement de vie de jeune fille d'Émilie. C'est ma sœur Sarah qui m'a appelée. Sa voix était basse, comme si elle partageait un secret. « Hélène, tu es en retard? Tout le monde est déjà là, au Country Club de Lyon. » J'étais assise à ma table de cuisine, découpant des bons de réduction dans le journal du dimanche. Le Country Club de Lyon n'était qu'à 10 minutes de chez moi, juste à côté de l'avenue Foch. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Que se passe-t-il au Country Club? » Un silence. Puis, l'enterrement de vie de jeune fille d'Émilie. J'ai juste supposé... Ils ont dit que tu ne venais pas, que tu n'étais pas en ville. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas été invitée, Sarah. Ce n'est pas possible. Tu es la mère du marié. Mais c'était possible. Je n'avais reçu aucune invitation, ni par la poste, ni par courriel, ni même une mention désinvolte de la part de Thomas ou d'Émilie. Plus tard dans la soirée, j'ai vu des photos de l'événement sur les réseaux sociaux. 50 femmes en robe pastel levant des coupes de champagne. Émilie au centre, rayonnante dans une robe en dentelle blanche. Et à côté d'elle, Isabelle Dubois, la mère d'Émilie, élégante en rose pâle, son bras drapé de manière possessive autour des épaules de sa fille. L'image était parfaite, une composition de bonheur et d'élégance. Mais pour moi, c'était une déclaration, une exclusion délibérée. Chaque sourire, chaque verre levé, semblait souligner mon absence. J'ai zoomé sur le visage d'Isabelle. Elle avait l'air si à l'aise, si propriétaire de la situation. Elle n'était pas seulement la mère de la mariée. Elle se positionnait comme la matriarche de ce nouvel empire familial qu'il construisait. Un empire dans lequel ma place semblait de plus en plus incertaine. J'ai cherché Thomas sur les photos, mais bien sûr, il n'y était pas. C'était un événement pour femmes. Mais n'aurait-il pas dû s'assurer que sa propre mère soit incluse? N'aurait-il pas dû penser que son absence me blesserait? La douleur était aiguë, un mélange de tristesse et d'humiliation. Ce n'était pas seulement une fête manquée, c'était un message. Le message que le cercle intime se resserrait et que j'étais désormais à l'extérieur. J'ai fermé mon ordinateur portable, mais l'image d'Isabelle et Émilie, souriant ensemble, est restée gravée dans mon esprit. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui à nouveau. Je me suis repassé des conversations, cherchant des indices que j'aurais manqués. Avais-je dit quelque chose de mal? Avais-je offensé quelqu'un sans le savoir? Mais je savais que ce n'était pas ça. Le problème n'était pas ce que j'avais fait, mais ce que je représentais, un passé modeste, une vie construite sur le travail acharné plutôt que sur l'héritage. J'étais le rappel vivant que Thomas n'avait pas toujours appartenu à leur monde de country club et de champagne. Et il semblait qu'ils étaient déterminés à effacer ce rappel, une invitation non envoyée à la fois. J'ai attendu le lendemain pour appeler Thomas. Je ne voulais pas paraître contrariée. Je ne voulais pas être cette belle-mère, celle qui cause des problèmes. « Oh, ça !» a dit Thomas quand j'en ai parlé, sa voix dédaigneuse. C'était juste un petit truc. Les amis d'Émilie l'ont organisé. Tu sais comment sont ces choses-là. Mais je savais comment étaient ces choses-là. Je savais que les mères des mariés sont traditionnellement invitées aux enterrements de vie de jeunes filles. Je savais que ce petit truc était un mensonge. J'avais vu les photos de l'événement somptueux. J'ai ravalé ma peine et j'ai changé de sujet.
posant des questions sur la dégustation du gâteau de mariage que nous avions prévu pour la semaine suivante. Thomas a semblé soulagé, et j'ai fait comme si tout allait bien. Mais tout n'allait pas bien. C'était la première fissure dans ce que j'avais cru être une relation parfaite avec mon fils. Thomas avait changé depuis ses fiançailles avec Émilie Dubois. Je l'avais remarqué progressivement au début. Des dîners du dimanche manqués, des appels téléphoniques plus courts, des excuses vagues sur le fait d'être occupé par le travail. Mais à l'approche du mariage, la distance entre nous est devenue plus évidente. J'ai fait mes recherches sur la famille Dubois. C'était de la vieille fortune lyonnaise, de la banque et de l'immobilier. Isabelle Dubois était une figure de la société lyonnaise, président des galas de charité et siégeant au conseil d'administration de musées. Richard Dubois, le père d'Émilie, était le PDG du groupe financier Dubois, une entreprise familiale depuis des générations. Il vivait dans un monde auquel je ne pourrais jamais appartenir, malgré tous mes efforts. J'étais une mère célibataire qui avait élevé Thomas seul après que son père nous eut quittés quand il avait 5 ans. J'avais travaillé de nuit comme infirmière aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot pour payer les études de Thomas. Je lui avais appris à lire, à faire ses lacets, à être un homme bien. Mais d'une manière ou d'une autre, les Dubois étaient devenus plus importants. Leur approbation comptait plus que la mienne. La séance d'essayage du costume a été le moment où j'ai su avec certitude que quelque chose n'allait pas. Nous étions dans une boutique de luxe pour hommes de la rue du président Édouard Herriot. Thomas essayait son smoking de mariage. Le tailleur, un homme plus âgé avec un maître ruban drapé autour du cou, m'a regardé avec un sourire professionnel. « Et vous êtes là ?» Avant que je puisse répondre, Thomas a coupé court. « Elle est juste là pour aider. » Ce simple mot m'a transpercé comme un couteau. La femme qui l'avait élevé quand son père était parti. La femme qui avait travaillé de nuit aux urgences pour qu'il puisse aller à l'université sans dette. La femme qui lui avait appris à tenir une fourchette, à nouer une cravate et à lire sa première phrase à voix haute. « Maman !» a dit Thomas, remarquant mon expression. « Ne le prends pas mal. Tu es encore trop sensible. » Je voulais lui demander quelle était la bonne façon de le prendre, mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'est ce que nous, les mères, faisons. Nous gardons tout à l'intérieur. Nous laissons passer. Nous nous disons qu'il est juste nerveux, qu'il ne le pense pas. Mais il le pense. Il le pense toujours. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai refoulées avec la même discipline que celle qui me permettait de gérer les situations les plus chaotiques aux urgences. J'ai forcé un sourire, me tournant vers le tailleur. Le tombé est parfait sur les épaules, mais peut-être un tout petit peu long au niveau des manches. J'ai fait appel à des décennies d'expertise acquise en retouchant ces vêtements d'enfant, une compétence née de la nécessité, mais affinée par l'amour. Le tailleur a hoché la tête, reconnaissant mon œil expert. Mais Thomas a soupiré, un son d'exaspération à peine contenu. « Maman, le monsieur sait ce qu'il fait. Isabelle a dit que cette boutique était la meilleure de Lyon. Faisons-leur confiance. » Isabelle, encore elle. Ses opinions, ses recommandations, ses choix devenaient la nouvelle norme, remplaçant les 30 années de confiance et d'instinct partagées entre une mère et son fils. J'ai reculé d'un pas, me fondant dans le décor luxueux de la boutique, devenant ce qu'il venait de dire que j'étais. Quelqu'un qui était juste là pour aider. Je l'ai regardé se pavaner devant le miroir, ajustant son nœud papillon, et j'ai vu un étranger, un homme qui portait un costume que je ne pouvais pas me permettre, dans une boutique où je me sentais déplacée, adoptant les manières et les priorités d'une famille qui n'était pas la sienne par le sang, mais qu'il avait clairement choisie par ambition. La douleur n'était plus une simple fissure, c'était un gouffre qui s'ouvrait entre nous, et je restais sur le bord,
regardant mon fils s'éloigner de l'autre côté. Ma première véritable rencontre avec Isabelle Dubois a eu lieu lors d'une réunion pour le choix des fleurs sur le lieu de réception. Je m'étais occupée de la plupart des détails du mariage, en partie parce que je voulais aider, en partie parce que Thomas me l'avait demandé, et en partie parce que c'est moi qui payais la majeure partie. Isabelle est arrivée avec 15 minutes de retard, impeccablement vêtue d'un tailleur pantalon crème qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier mensuel. Ses cheveux blonds, de la même nuance que ceux d'Émilie, bien que sans aucun doute aidés par un coloriste de renom, étaient tirés en un chignon parfait. « Hélène, ma chère, » dit-elle en me faisant la bise sur les 2 joues. « C'est si gentil à vous de vous occuper de tous ces petits détails. Émilie a été tout simplement débordée de travail. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle disait « ma chère » qui me donnait la chair de poule, une condescendance qui me rappelait que je n'étais pas son égale. Alors que nous discutions des centres de table avec la fleuriste, j'ai suggéré d'utiliser des roses. « Oh, ma douce !» dit Isabelle avec un mince sourire, se penchant comme pour partager un secret. « Ne donnons pas une atmosphère trop funéraire. »« D'accord. » Puis elle s'est tournée vers la fleuriste. « Nous prendrons des pivoines et des hortensias, blancs et rosés. Rien de trop commun. » Thomas, qui était resté plutôt silencieux pendant la réunion, a ri à la remarque d'Isabelle. Il a ri, juste devant moi. Et cela ne s'est pas arrêté là. Au cours des semaines suivantes, Isabelle a commencé à prendre en charge de plus en plus de la planification du mariage. Elle a changé le menu que j'avais soigneusement sélectionné avec le traiteur, optant pour des plats plus sophistiqués et, bien sûr, plus chers, une différence que j'ai dû couvrir. Elle a remplacé le quatuor à cordes que j'avais réservé par un groupe de jazz que son ami lui avait recommandé, m'obligeant à perdre mon acompte. Elle a même modifié le plan de table que j'avais mis des heures à arranger, regroupant ses amis et sa famille aux meilleures tables près de la piste de danse, tout en reléguant mes quelques invités, ma sœur, mon beau-frère, à l'arrière, près des cuisines. Et à chaque fois, Thomas prenait son parti. « Maman, Isabelle s'y connaît dans ce domaine, » disait-il. « Elle fréquente ces cercles. Elle sait ce qui impressionnera la famille d'Émilie. » L'argument était toujours le même, l'apparence. Il ne s'agissait plus de célébrer leur amour, mais de monter un spectacle pour l'élite lyonnaise. Ma contribution, mon amour, mon argent, n'étaient que des ressources à exploiter pour financer leur ascension sociale. Le plus blessant était de voir Isabelle s'attribuer le mérite de choses que j'avais faites et payées. Lors du dîner de répétition, que j'avais organisé et financé au dôme de l'Intercontinental, je l'ai entendu dire à une des tantes d'Émilie « Je voulais que tout soit parfait pour Thomas. C'est déjà comme un fils pour moi. » Je suis restée dans un coin de la salle, un verre de vin à la main, me demandant à quel moment j'étais devenue une étrangère pour mon propre fils. J'observais la scène, la magnificence des dorures du dôme se reflétant dans les coupes de champagne, les conversations animées, les rires forcés. Et au milieu de tout cela, Isabelle, la reine de la soirée, acceptant les compliments pour un événement qu'elle n'avait ni imaginé ni financé. J'ai croisé le regard de Richard Dubois, le père d'Émilie, qui a levé son verre dans ma direction avec un sourire vague, probablement sans savoir qui j'étais exactement. J'étais une note de bas de page dans la grande histoire des Dubois. L'infirmière, la mère célibataire de la Croix-Rousse, une anomalie dans leur monde de perfection soigneusement orchestré. J'ai senti une main sur mon bras. C'était Nathan, mon fils cadet. Contrairement à Thomas, Nathan m'avait toujours vu clairement. Il avait remarqué les changements subtils dans le comportement de son frère au cours de l'année écoulée et avait essayé de me prévenir que quelque chose était en train de changer. « Maman !» Sa voix était prudente. « Tu vas bien ?» J'ai essayé de sourire, mais je savais que ce n'était pas convaincant. « Je vais bien. C'est une belle soirée, n'est-ce pas ?» Il a suivi mon regard vers Isabelle,
qui tenait maintenant la cour au centre de la pièce. « Elle est douée !» a-t-il dit, sans admiration. « Elle sait comment prendre toute la place. »« Ne la laisse pas te faire ça, maman. Ne la laisse pas te faire disparaître. » Ces mots étaient un baume et une alarme. J'ai serré son bras, reconnaissante pour sa loyauté. Mais en regardant Thomas rire à quelque chose qu'Isabelle venait de dire, je craignais qu'il ne soit déjà trop tard. J'avais déjà commencé à m'effacer. Le jour du mariage est arrivé, clair et lumineux. Le jardin du domaine était transformé avec des chaises blanches alignées en rangées impeccables. Une arche de roses blanches marquant l'endroit où Thomas et Émilie échangeraient leurs vœux. J'étais debout depuis l'aube, supervisant les derniers détails. La tente était impeccable, le champagne était au frais et le jardin, que j'avais personnellement aidé à redessiner et financer pour ce jour, était à son apogée. J'avais même placé personnellement les éventails en papier monogrammé sur chaque chaise. Alors que les invités commençaient à arriver, je me suis éclipsée pour enfiler ma robe. Un fourreau bleu marine que j'avais choisi avec soin pour être élégant mais pas tape à l'œil. Je ne voulais pas éclipser la mariée ou sa mère. Je voulais juste être jolie sur les photos. Quand je suis revenue, Isabelle travaillait déjà la foule. Elle portait une robe rose poudrée qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, le genre d'élégance qui murmure « Je suis venue pour être vue ». Elle se déplaçait parmi les invités avec une aisance étudiée, acceptant les compliments comme si elle avait planifié l'événement entier. Lorsqu'un invité a commenté à quel point tout était magnifique, elle ne l'a pas corrigé. Elle a simplement souri et dit « Nous voulions vraiment que ce soit spécial pour Thomas et Émilie. » Nous, comme si elle avait eu la moindre part dans les mois de planification, les nuits blanches, le budget minutieusement géré pour que tout soit parfait. La cérémonie fut magnifique. Émilie était radieuse dans sa robe de créateur et Thomas, mon Thomas, était si beau dans son smoking. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, j'ai senti des larmes piquer mes yeux. Malgré tout, j'étais heureuse pour eux. Je voulais que Thomas ait une journée parfaite, une vie parfaite. La réception était encore plus magique que je ne l'avais imaginé. Des lanternes étaient suspendues au-dessus des tables. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des arbres. Des chaises dorées entouraient des tables drapées de lin ivoire. Les gens riaient, ivres de vin, de joie et de bonne lumière. Je me tenais près du bord de la tente, observant. Isabelle continuait de faire le tour de la salle, acceptant des compliments qui ne lui revenaient même pas. J'ai remarqué le frère de Thomas, Nathan, qui me regardait de l'autre côté de la tente, l'air inquiet. Je lui ai fait un petit sourire pour lui montrer que j'allais bien. Puis, le DJ a tapoté le micro. C'est l'heure des discours. J'ai senti un poids étrange dans mes mains et j'ai baissé les yeux. Je tenais toujours le couteau à gâteau. Je ne m'étais même pas coupé une part du gâteau que j'avais payé. Le gâteau était une œuvre d'art à 3 étages, ornée de cascades de fleurs en sucre qui imitaient les pivoines des centres de table. J'avais passé des semaines à chercher le pâtissier parfait. J'avais assisté à 3 dégustations différentes avant de choisir la saveur. Un mélange délicat de citron et de lavande, le préféré de Thomas depuis son enfance. Richard Dubois, dans son propre discours plus tôt, avait publiquement remercié sa femme pour ce gâteau exquis, et Isabelle avait simplement incliné la tête avec grâce, acceptant l'éloge. Personne ne savait que la facture de 1 200 € avait été réglée depuis mon compte d'épargne. Je regardais le couteau dans ma main. La lame argentée reflétait les lumières scintillantes de la tente. C'était un objet destiné à célébrer, à partager la douceur. Mais dans ma main, il semblait lourd, presque menaçant. C'était le symbole de tout ce que j'avais donné, une douceur que je n'avais même pas eu l'occasion de goûter moi-même. J'ai posé doucement le couteau sur la nappe immaculée, à côté d'une pile de serviettes
que j'avais plié la veille au soir. Mon cœur battait un peu plus vite, une anticipation nerveuse que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je savais que le discours de Thomas arrivait. Une partie de moi, la mère éternellement optimiste, espérait encore un mot de reconnaissance, un petit clin d'œil qui dirait « Je sais tout ce que tu as fait ». Mais une autre partie de moi, celle qui avait été témoin des derniers mois, se préparait à l'impact. Je me suis redressée, lissant ma robe, un geste pour me donner contenance. J'allais affronter ce moment avec la même dignité que j'avais maintenue jusqu'à présent. Quoi qu'il arrive, je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. J'étais Hélène Collin, infirmière, mère, survivante. Et j'étais bien plus forte qu'ils ne le pensaient. Thomas se leva, une coupe de champagne à la main. La tante devint silencieuse, tandis que tous les regards se tournaient vers lui. « Je voudrais juste prendre un moment, » commença-t-il, « pour remercier les personnes qui ont rendu cette journée possible. » Il regarda autour de la tente, ses yeux passant sur moi comme si j'étais une étrangère. « Tout d'abord, Émilie, l'amour de ma vie. » Il se tourna vers sa femme, qui lui sourit radieusement. Les invités applaudirent. « Et bien sûr, » continua-t-il, « ma mère. » Ma colonne vertébrale se redressa, mes doigts agrippant la chaise derrière moi. J'esquissais le plus petit des sourires, juste assez pour accuser réception de ce que je pensais être sur le point d'arriver. La femme qui a été comme une véritable mère pour moi depuis le début, dit-il en se tournant vers Isabelle. La tante resta silencieuse un instant, puis éclata de nouveau en applaudissements. Quelques personnes tournèrent la tête vers moi. D'autres ne remarquèrent même pas l'affront. Je restais immobile, sans ciller, tandis que Thomas souriait à Isabelle et levait son verre. À celle qui a vraiment fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Les yeux d'Isabelle brillèrent de ce qui aurait pu être des larmes, ou peut-être juste l'application stratégique de gouttes pour les yeux. Elle posa une main manucurée sur son cœur, l'image même de la fierté maternelle. Je n'ai pas bougé pendant les applaudissements. Je n'ai pas tressailli quand quelqu'un derrière moi a chuchoté « C'est sa vraie mère ?» et que quelqu'un d'autre a répondu « Je crois qu'elle est juste une amie de la famille. » Une amie, après tout. J'ai posé délicatement le couteau à gâteau sur la table. Puis, avec toute la dignité que je pus rassembler, j'ai traversé la tente, passant devant ma sœur Sarah qui a murmuré mon nom, passant devant le couple qui avait conduit depuis Paris pour le mariage, passant devant la table avec les cadeaux pour les invités que j'avais emballés moi-même, et je suis sortie. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. J'étais invisible, tout comme je l'avais été pendant des mois. L'air frais de la nuit était un choc bienvenu après l'atmosphère étouffante de la tente. J'ai marché sur le gravier de l'allée, le bruit de mes talons semblant anormalement fort dans le silence. Les sons de la fête, la musique, les rires, un autre discours qui commençait, s'estompèrent derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas voir les visages curieux ou apitoyés. Je ne voulais pas voir mon fils célébrer avec sa vraie famille. En arrivant au parking, j'ai cherché mes clés dans mon sac à main, mes doigts tremblant légèrement. C'était la seule trahison de mon calme extérieur. Une fois dans la voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis restée assise dans le noir pendant un long moment, les mains sur le volant. Le silence était total, profond. C'était dans ce silence que la réalité de ce qui venait de se passer a commencé à s'installer, non pas comme une vague de colère, mais comme une marée lente et froide de chagrin. Il ne m'avait pas seulement oublié, il m'avait activement remplacé. Il avait pris 30 ans d'amour, de sacrifice et de dévouement, et les avait offerts à une autre femme sur un plateau d'argent,
devant une centaine de témoins. C'était une annulation publique de mon existence dans sa vie. L'ami de la famille. Le murmure résonnait dans ma tête. C'est ce que j'étais devenue, une figurante dans la production grandiose de sa nouvelle vie. J'ai démarré le moteur, le son brisant le silence. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose. Je ne pouvais plus rester là, à jouer un rôle qui n'était pas le mien. La performance était terminée. Je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. Je ne pouvais pas supporter l'idée de m'asseoir seule dans ma maison vide, entourée des photos de Thomas grandissant, des rappels d'une relation que je pensais que nous avions. Au lieu de cela, j'ai conduit sans but dans les rues de Lyon pendant près d'1 heure. Pas de musique à la radio, pas de GPS pour guider mon chemin, juste le son de ma propre respiration et une phrase qui se répétait dans mon esprit. À celle qui a vraiment fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Isabelle Dubois, la femme qui connaissait mon fils depuis moins de 2 ans, la femme qui n'avait jamais tenu son corps fiévreux toute la nuit quand il avait eu une pneumonie à 7 ans, qui n'avait jamais applaudi jusqu'à en être aphone à ses matchs de foot au lycée, qui n'avait jamais fait de double garde pour payer ses frais d'inscription à l'université. C'est elle qui avait fait de lui l'homme qu'il était aujourd'hui. L'absurdité de la chose m'aurait fait rire si elle ne m'avait pas blessé si profondément. Alors que je longeais le Rhône, passant devant des lieux familiers, le parc de la Tête d'Or où j'avais appris à Thomas à faire du vélo, le glacier où nous avions célébré chaque bon bulletin scolaire. Les souvenirs déferlaient en vagues. J'avais changé ses couches, tenu sa tête pendant les fièvres, passé 3 nuits à dormir sur une chaise d'hôpital quand il s'était cassé la jambe au lycée. J'avais été là pour chaque étape importante, chaque triomphe, chaque chagrin d'amour. Et qu'avait fait Isabelle Dubois? Porter des vêtements chers, organiser des fêtes coûteuses, donner à mon fils le sentiment d'appartenir à un monde auquel je ne pourrais jamais accéder. L'horloge numérique de mon tableau de bord indiquait 21h47 lorsque j'ai finalement tourné dans ma rue à la Croix-Rousse. La maison était sombre et silencieuse, telle que je l'avais laissée ce matin-là, bien que cela me semblât une éternité. J'ai enlevé mes chaussures à la porte, une habitude que j'avais inculquée à Thomas depuis son enfance. Une autre petite partie de moi qui l'abandonnerait probablement maintenant qu'il faisait partie de la famille Dubois. Mais je n'étais pas en colère. Cette émotion arriverait plus tard. À ce moment-là, je me sentais juste vide, comme si quelque chose d'essentiel m'avait été arraché, ne laissant qu'un vide douloureux. Je me suis dirigée directement vers le placard du couloir et j'ai sorti la vieille boîte en cèdre que je gardais sur l'étagère du haut. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années, mais je savais exactement ce qu'elle contenait. La preuve physique de l'amour d'une mère. Assise en tailleur sur le sol de mon salon, j'ai commencé à trier le contenu. Chaque bulletin scolaire de la maternelle à la terminale, sa lettre d'acceptation à l'université Lyon 2, la carte de fête des mères, qu'il avait écrite en 6e, à la meilleure maman du monde, même quand tu es fatigué et triste, un dessin au crayon qu'il avait fait de nous deux, nous tenant la main à la plage, où il m'avait dessinée plus grande que le soleil. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai commencé à m'organiser. D'abord, je suis allée dans mon bureau et j'ai imprimé le reçu final de l'organisateur de mariage. 75 328 €, payés entièrement depuis mon compte. J'ai trouvé des courriels entre Émilie et moi confirmant les choix, les paiements et même les changements dont Isabelle n'était pas au courant. J'ai imprimé le reçu du gâteau de mariage pour lequel Richard Dubois avait remercié Isabelle pendant son discours. Il n'a jamais su que c'était moi qui l'avais payé. J'ai également rassemblé des photos. Une de moi tenant Thomas quelques minutes après sa naissance, mon visage épuisé mais rayonnant d'amour. Une de nous dansant dans la cuisine, tous les deux pieds nus, quand il avait 10 ans. Et une que j'avais prise au mariage, de moi, seule, près de la table du gâteau, observant de loin mon fils célébrer avec sa vraie famille. Alors que je disposais ces objets sur ma table de salle à manger,
Le sentiment de vide en moi a commencé à se remplir d'autre chose. Pas de la colère, pas exactement. Quelle causa de plus clair, de plus tranchant. Une détermination qui a percé le brouillard de la douleur et de la trahison. À minuit, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai sorti une feuille de mon beau papier à lettres et j'ai commencé à écrire. Thomas, ai-je écrit, mon écriture stable malgré tout. Tu as dit qu'elle avait fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Mais la femme qui t'a porté, nourri, qui a payé pour ce mariage et qui a gardé ton nom en sécurité dans sa bouche à travers chaque tempête, c'était moi. Si un seul discours a suffi pour l'oublier, alors tu ne m'as jamais vraiment connu. Je ne suis pas en colère. Je suis réveillée maintenant. J'ai tout scellé dans une grande enveloppe Kraft. Aucune menace, aucune supplication. Juste de la clarté. Le lendemain matin, j'ai appelé mon plus jeune fils, Nathan. Contrairement à Thomas, Nathan m'avait toujours vu clairement. Il avait remarqué les changements subtils dans le comportement de son frère au cours de l'année écoulée. Il avait essayé de me prévenir que quelque chose était en train de changer. « Maman !» Sa voix était prudente quand il a répondu. « Tu vas bien ?» J'ai essayé de te trouver après la réception, mais tu étais parti. « Je vais bien », ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que ce n'était pas entièrement un mensonge. « Pourrais-tu passer ce matin ? J'ai quelque chose que j'ai besoin que tu donnes à ton frère. » Nathan est arrivé 1 heure plus tard, le visage crispé par l'inquiétude. Il m'a serré dans ses bras pendant un long moment avant de me lâcher. « Ce qu'il a dit n'était pas juste, » a-t-il dit avec véhémence. « Isabelle n'est pas... » J'ai levé une main pour l'arrêter. « Je sais. Mais il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de Thomas et de ce qu'il a besoin de comprendre. » Je lui ai tendu l'enveloppe scellée. « S'il te plaît, donne ça à ton frère. Dis-lui de tout lire lentement, puis de décider quel genre de fils il veut être. » Nathan a baissé les yeux sur l'enveloppe, puis m'a regardé à nouveau. « Tu vas bien, maman? Vraiment? » J'ai hoché la tête. Je le serai. D'une manière ou d'une autre. Après le départ de Nathan, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise sur ma terrasse. Le jardin que j'entretenais méticuleusement depuis des années s'étendait devant moi, chaque plante et chaque fleur placées avec soin. Comme tout le reste dans ma vie, il représentait des heures de travail invisibles. Mais contrairement à ma relation avec Thomas, je pouvais voir les résultats de mon travail ici. Le jardin n'oubliait pas qui l'avait nourri. Pour la première fois depuis le mariage, je me suis permis de me demander ce qui allait se passer ensuite. Thomas lirait-il ce que j'avais envoyé? S'en soucierait-il? Ou étais-je vraiment devenue invisible pour lui, remplacée par l'illusion glamour que les Dubois représentaient? Quoi qu'il arrive, je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne disparaîtrais pas. Je ne me réduirais pas pour tenir dans l'espace étroit qu'il m'avait alloué. J'avais passé toute ma vie à être forte pour Thomas. Il était maintenant temps d'être forte pour moi-même. Thomas est venu le samedi. Il n'a pas envoyé de SMS. Il n'a pas appelé. Il a juste sonné à la porte, comme il le faisait à 16 ans, quand il voulait quelque chose, mais ne savait pas comment le demander. J'ai vu par la fenêtre qu'il était seul. Pas d'Émilie, pas de Dubois. Juste mon fils, l'air plus petit en quelque sorte, moins sûr de lui que l'homme qui s'était tenu dans cette tente et m'avait effacé de sa vie. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai rien dit. Je ne me suis pas écartée pour le laisser entrer. Il devrait maintenant demander cette courtoisie. « Maman ?» dit-il, la voix rauque. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée en silence, le regardant entrer dans la maison où il avait grandi.
Ses yeux parcouraient la pièce comme s'il la voyait pour la première fois, ou peut-être la dernière. Il s'est assis sur le canapé, sur le bord, comme un visiteur, pas comme un fils dans sa maison d'enfance. « Que veux-tu » ai-je demandé, non pas avec haine, mais directement. Il a dégluti difficilement. « As-tu lu ma lettre, Thomas » ai-je interrompu. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Le silence s'est installé entre nous, lourd de toutes les choses non dites. Il a baissé les yeux, fixant ses mains, des mains que j'avais autrefois tenues alors qu'il faisait ses premiers pas. « Je ne voulais pas te blesser, » a-t-il finalement dit. « Tu ne le voulais pas. Ou tu ne pensais pas que je le remarquerais. » Il a fermé les yeux, son visage un masque d'inconfort. Tout le monde a dit qu'Isabelle méritait d'être honorée. Elle a beaucoup aidé. Elle était présente. Plus présente que moi, ai-je dit calmement, pas un tremblement dans ma voix. Il a essayé d'expliquer, les mots se bousculant. Ce n'était pas comme ça. Je n'ai juste pas réfléchi. Les Dubois ont des relations. Ils m'ont présenté à des gens qui peuvent aider ma carrière. Isabelle a soutenu ma relation avec Émilie d'une manière que... Je me suis penchée en avant, le coupant. Non, Thomas. Tu y as réfléchi. Tu l'as choisi. Tu as choisi les applaudissements, la performance publique. Mais je ne suis pas un accessoire. Je suis l'histoire. Il a pris une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il m'a serré le cœur. Que veux-tu que je fasse ? Rien, ai-je dit. Il n'y a rien à réparer. Il y a seulement le souvenir ou l'oubli. Il est resté plus d'1 heure. Nous avons parlé du mariage, d'Émilie qui se sentait confuse par la tension entre moi et Isabelle. Il a mentionné qu'Isabelle avait été contrariée après avoir lu ce que j'avais envoyé. Les reçus, les courriels, la preuve que j'étais celle derrière la journée parfaite dont elle s'était attribué le mérite. Je ne lui ai pas dit qu'Isabelle savait exactement ce qu'elle faisait depuis le début. Il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de lui, de moi, de ce qui ne peut être effacé avec des microphones et des verres levés. Alors qu'il partait, il s'est arrêté à la porte. « Je suis désolée, maman. Vraiment. » J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, cet étranger qui m'avait si profondément blessé. Et j'ai découvert que malgré tout, je l'aimais encore. Mais je m'aimais moi-même aussi. Je sais que tu l'es, Thomas. Mais être désolé, ce n'est pas la même chose que de comprendre ce que tu as fait de mal. Après son départ, je suis restée assise seule dans mon salon, entourée de la vie que j'avais bâtie. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La confrontation n'avait pas tout arrangé. Certaines fissures restent fissurées. Mais au moins, maintenant, la vérité était au grand jour. Je n'avais pas réalisé à quel point cela avait été épuisant. Prétendre que les petites offenses et les rejets ne faisaient pas mal. Prétendre qu'il était normal d'être invisible dans la vie de mon propre fils. Maintenant, au moins, nous savions tous les deux où nous en étions. Que Thomas choisisse de se souvenir ou d'oublier restait à voir. Mais je savais ce que je ferais. Je me souviendrais de tout, du bon et du mauvais, de l'amour et de la trahison, et j'irais de l'avant. Non pas comme une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme l'auteur de la mienne. Les jours qui ont suivi la visite de Thomas se sont écoulés dans un tourbillon d'émotions. J'ai essayé de retrouver mon équilibre, de me rappeler qui j'étais, au-delà d'être la mère de Thomas. Tard cet après-midi-là, on a de nouveau sonné à la porte. Je n'attendais personne, et un instant, je me suis demandé si Thomas était revenu. Mais quand j'ai ouvert, j'ai trouvé une jeune femme sur mon porche. « Madame Collin ?» demanda-t-elle avec hésitation. Il m'a fallu un moment pour la reconnaître. Olivia Martin, ma filleule.
la fille de ma meilleure amie décédée il y a 3 ans. À 22 ans, elle n'était plus l'adolescente dont je me souvenais, mais une jeune femme posée avec les yeux vifs de sa mère. « Olivia, quelle surprise !» J'ai reculé, l'invitant à entrer. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Elle a brandi une petite boîte de pâtisserie et 2 gobelets de café. J'ai apporté du cake à la banane et de la caféine. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin des 2. Alors que nous nous installions à ma table de cuisine, Olivia m'a étudié attentivement. « J'ai vu ton visage dans la vidéo », dit-elle sans préambule. « Vidéo ? » Oui. Quelqu'un a posté le discours de Thomas en ligne. Une des demoiselles d'honneur d'Émilie, je pense. Elle a déballé le gâteau, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. J'ai vu ton visage quand il a désigné Isabelle. C'est la partie qui m'a tuée. Tu n'as même pas tressailli. Tu as juste souri. Je ne savais pas qu'il y avait une preuve vidéo de mon humiliation. L'idée que des étrangers regardent ce moment m'a noué l'estomac. Mais Olivia ne me regardait pas avec pitié. Il y avait autre chose dans son expression, de l'admiration. « Tu n'as pas tressailli », répéta-t-elle. « Ce genre de force, c'est rare. Je veux grandir comme ça. » Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur de tendresse. Pas pour Thomas, ou la relation que nous avions perdue, mais pour cette jeune femme qui avait vu quelque chose de précieux dans ma douleur. « Ce n'est pas de la force, » dis-je doucement. C'est juste ce qu'on fait. On tient le coup parce que s'effondrer n'est pas une option. Olivia secoua la tête. Non, c'est exactement ça, la force. N'importe qui peut s'effondrer. Il faut un vrai pouvoir pour se maintenir quand tout s'écroule. Nous avons parlé pendant des heures de sa mère, mon amie, des difficultés d'Olivia à l'université Lyon 2 et de ses rêves pour l'avenir, de Thomas et des Dubois, et de ce que signifie être vu, vraiment vu, par les gens qui prétendent vous aimer. En partant, Olivia m'a serré fort dans ses bras. Tu sais ce que ma mère disait toujours de toi ? Que tu étais la personne la plus forte qu'elle connaissait. Pas parce que rien de mal ne t'arrivait jamais, mais parce que tu ne laissais jamais les mauvaises choses changer qui tu étais. Après son départ, je suis restée longtemps sur le pas de ma porte, regardant le soleil se coucher sur mon quartier. Pour la première fois depuis le mariage, j'ai senti quelque chose comme la paix s'installer en moi. Je n'étais pas seule. Je n'avais pas disparu. Et peut-être, juste peut-être, que être invisible pour certaines personnes signifiait être vraiment vu par d'autres. 1 semaine plus tard, je suis retournée sur le lieu du mariage. Pas pour tourner la page, pas pour faire un drame. J'y suis allée parce que j'avais laissé mon sac à main sous la table des desserts et que je n'avais jamais pris la peine de le récupérer. Le directeur me l'a tendu avec un sourire discret. Tout le monde n'arrêtait pas de demander à qui il était, dit-il. Bien sûr qu'il le faisait. J'ai pris le sac, le remerciant. Sur une impulsion, j'ai traversé le jardin où la cérémonie avait eu lieu. Les chaises avaient disparu, les pétales de rose balayés. L'arche était toujours là, dépouillée de ses fleurs, juste du bois et du fil de fer montant la garde sur une pelouse vide. Je me suis tenue dessous, seule. Pas de musique, pas d'invité, juste moi et le souvenir de ce qui s'était passé ici. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin d'être sur leurs photos pour exister. Je n'avais pas besoin de leur discours ou de leur hashtag pour prouver ma valeur. Parce que ceux qui nous voient vraiment n'ont pas besoin de rappel de qui nous sommes. Ce soir-là, j'ai invité Olivia, Sarah et Nathan à dîner. Nous nous sommes assis autour de ma table de salle à manger avec de vieux albums photos étalés entre nous. Thomas bébé, adolescent, à la fête de la science, au bal de fin d'année. Les histoires et les rires coulaient aussi librement que le vin. Olivia a montré une photo de moi tenant Thomas dans la neige. Nous étions tous les deux emmitouflés contre le froid, mon visage jeune et sans rides.
Tu ressembles exactement à ce que tu es maintenant, dit-elle pensivement. Comment ça? Ai-je demandé, curieuse de ce qu'elle voyait. Elle a souri. Comme si tu n'avais jamais eu besoin d'être remerciée pour être puissante. Je ne sais pas si Thomas réparera un jour vraiment ce qu'il a cassé. Peut-être que certaines fissures restent fissurées. Mais je sais une chose. J'ai arrêté d'attendre les excuses et j'ai commencé à vivre avec la vérité. Laissez-les réécrire le discours. Je garderai l'histoire. 3 semaines après le mariage, je taillais les rosiers dans mon jardin quand Sarah a appelé. Sa voix était tendue d'inquiétude. « As-tu vu les nouvelles à propos du groupe financier Dubois ?» Je ne les avais pas vues. Après avoir repris le travail à l'hôpital Édouard Herriot, je m'étais concentrée sur la reconstruction de ma routine, trouvant du réconfort dans le rythme des jours ordinaires. J'ai essuyé la terre de mes mains et je suis rentrée pour vérifier sur mon ordinateur portable. Les gros titres s'étalaient sur tous les sites d'information financière. Le groupe financier Dubois sous enquête fédérale. L'AMF enquête sur une fraude potentielle chez le géant bancaire lyonnais. Richard Dubois se retire en attendant l'enquête. Ma première pensée, à ma grande surprise, a été pour Thomas. Quoi qu'il se passe avec les Dubois, cela l'affecterait aussi, tant professionnellement que personnellement. Bien qu'il travaillât pour une autre société d'investissement, son lien avec la famille Dubois était désormais de notoriété publique. J'ai hésité avant de prendre mon téléphone. Notre dernière conversation s'était terminée par une trêve fragile, mais sans véritable résolution. Pourtant, il était mon fils. J'ai composé son numéro. Je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. « Thomas, c'est maman. Je viens de voir les nouvelles sur le groupe financier Dubois. Je voulais savoir si tu allais bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » J'ai raccroché, ne m'attendant pas à une réponse. Mais moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom de Thomas s'est affiché à l'écran. « Maman. » Sa voix était tendue. « J'allais t'appeler. »« Tu vas bien? Émilie va bien? » Un long silence. « C'est grave, maman. Pire que ce qu'il rapporte. La brigade financière a perquisitionné le bureau de Richard hier. Ils disent qu'il dirige un système de Ponzi depuis des années. Émilie est dévastée. Isabelle ne parle à personne. » Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. « Et toi? Comment es-tu impliquée? » « Je ne le suis pas. » Sa voix s'est brisée. « Mais les gens pensent que je le suis. » Mon entreprise m'a mis en congé administratif ce matin. Ils s'inquiètent de l'apparence d'irrégularité puisque je viens d'entrer dans la famille. J'ai fermé les yeux, pensant au jeune homme fier qui s'était tenu à ce mariage, remerciant sa vraie mère, tout en ignorant la femme qui avait tout sacrifié pour lui. Maintenant, il ressemblait à un enfant effrayé. « De quoi as-tu besoin? » ai-je demandé simplement. Un autre silence. « Je peux venir? J'ai besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas un Dubois. » 1 heure plus tard, Thomas était assis à ma table de cuisine, une tasse de café intacte refroidissant devant lui. Il avait l'air hagard, avec des cernes sous les yeux et un costume froissé qui suggérait qu'il avait dormi avec. « Je ne savais pas, » dit-il en fixant ses mains. Je jure que je ne savais pas ce que Richard faisait. Mais personne ne me croit. Le père d'Émilie utilise les fonds des investisseurs pour maintenir leur style de vie depuis des années. Les maisons, les voitures, les vacances, tout a été acheté avec de l'argent volé. Et le mariage? Ai-je demandé doucement. Thomas a levé les yeux, la prise de conscience se lisant sur son visage. Oh mon Dieu, le mariage aussi! Ils ont insisté pour en payer la moitié. Ils ont dit que c'était la tradition. Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi
Comment Isabelle s'était attribué le mérite d'éléments que j'avais payés? Comment Richard avait publiquement remercié sa femme pour le gâteau que j'avais acheté? De petites tromperies qui semblaient maintenant liées à quelque chose de bien plus grand. Que dit Émilie de tout ça? Thomas passe une main dans ses cheveux en désordre. Elle est en état de choc. Elle n'arrête pas de dire qu'il doit y avoir une erreur, que son père ne ferait jamais une chose pareille. Mais les preuves, elles sont assez accablantes. Maman, Isabelle. Son expression se durcit. Isabelle savait. Elle devait savoir. C'est elle qui gérait toutes leurs finances personnelles. Il est impossible qu'elle n'ait pas vu d'où venait l'argent. J'ai pensé à Isabelle Dubois, avec ses vêtements impeccables, ses manières irréprochables et son mépris à peine dissimulé sous un vernis de politesse. J'ai pensé à la facilité avec laquelle elle s'était insérée entre mon fils et moi. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Ma carrière est peut-être finie. Émilie pourrait perdre son emploi aussi. Elle travaille pour une filiale de l'entreprise de son père. Il leva les yeux vers moi, le regard vide. Tout s'effondre. Maman. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Malgré tout, il était toujours mon fils. Alors nous trouverons une solution, un pas à la fois. Ce n'était pas un pardon, pas encore, mais c'était un début. Au cours des jours suivants, de plus en plus de détails sur le scandale Dubois ont fait surface. Richard Dubois dirigeait une fraude sophistiquée depuis près de 15 ans, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les rendements des investisseurs précédents, tout en détournant des millions pour lui et sa famille. L'ampleur était stupéfiante. Plus de 300 millions d'euros manquants. Des centaines de victimes, dont beaucoup de retraités qui avaient ni fait confiance au nom Dubois et avaient ni perdu les économies de toute une vie. Chaque nouvelle révélation rendait Thomas plus silencieux, plus renfermé. Il a commencé à passer plus de temps chez moi. Émilie s'était réfugiée dans la maison de ses parents dans le 6e arrondissement, resserrant les rangs avec sa famille. Le magnifique appartement de la presqu'île qu'ils avaient acheté ensemble, avec une aide significative des Dubois, je le comprenais maintenant, était vide. Elle dit qu'elle a besoin d'espace, m'a dit Thomas un soir, alors que nous étions assis sur ma terrasse. Elle dit que cela déchire sa famille et qu'elle doit être là pour eux. Et toi? Tu es son mari. Il a eu un rire amer. Apparemment, cela compte moins maintenant que je ne peux pas aider le cas de son père. Isabelle a suggéré que je pourrais être plus utile si je coopérais avec les autorités. Comme si je savais quoi que ce soit avec quoi coopérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Thomas a regardé le jardin, l'expression troublée. Je crois qu'elle veut que je prenne une partie du blâme. Que je dise que je savais des choses que je ne savais pas, pour rendre Richard moins coupable. J'ai senti une vague de colère si forte qu'elle m'a presque coupé le souffle. Tu ne peux pas être sérieux. Je crois qu'elle l'est. Émilie ne l'a pas dit directement, mais elle n'arrête pas de parler de loyauté familiale et de la façon dont nous devons tous protéger ce qui compte. Il s'est tourné vers moi, ses yeux cherchant mon visage. Ils ne sont pas qui je pensais qu'ils étaient, maman. Non, dis-je doucement. Ils ne le sont pas. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant les lucioles commencer à apparaître dans le crépuscule. Finalement, Thomas a repris la parole, sa voix à peine audible. J'ai été si stupide. Je les ai laissés me convaincre que leur monde était meilleur que le mien, qu'ils étaient meilleurs que... Il s'est interrompu, mais je savais ce qu'il ne pouvait pas dire. Meilleur que moi, meilleur que la vie que j'avais construite pour nous. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» a-t-il demandé soudainement. À propos des frais du mariage, d'Isabelle qui s'en attribuait le mérite. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» J'ai examiné la question attentivement. « M'aurais-tu cru ? Ou aurais-tu pensé que j'étais difficile,
Que j'essayais de me mettre entre toi et ta nouvelle famille? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. D'ailleurs, ai-je continué, c'est ce que nous, les mères, faisons. Nous ne tenons pas les comptes. Nous ne demandons pas de crédit. Nous continuons simplement à être là, à aimer. Même quand c'est difficile. Même quand nous sommes invisibles. Thomas est resté silencieux un long moment. Puis il a attrapé ma main, la serrant fort. Je te vois, maman. J'aurais dû te voir depuis le début. Mais je te vois maintenant. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur entre nous, laissant entrer les premiers rayons de lumière. 1 mois après l'éclatement du scandale, Thomas a reçu un appel de la brigade financière. Il voulait l'interroger sur sa connaissance des opérations du groupe financier Dubois. « C'est juste une routine », l'a rassuré l'agent au téléphone. « Vous n'êtes pas une cible de notre enquête. Nous parlons à toutes les personnes liées à l'entreprise. » Pourtant, Thomas était terrifié. Nous nous sommes assis à ma table de salle à manger ce soir-là, passant en revue chaque interaction qu'il avait eue avec Richard Dubois, chaque document qu'il aurait pu voir, chaque conversation qui pourrait être pertinente. « Et si je dis la mauvaise chose ?» a-t-il demandé, la voix tendue par l'anxiété. « Et si je m'implique accidentellement ? C'est pourquoi tu auras un avocat avec toi, » ai-je dit fermement. L'ami de Nathan, Maître Durand, est un avocat pénaliste. Il a accepté de te représenter. Thomas m'a regardé, surpris. « Tu as arrangé ça ?» Le jour où l'affaire a éclaté. Je savais que ça allait arriver, Thomas. Les Dubois ont trop de relations, trop d'argent. Ils trouveront un moyen de se protéger, même si cela signifie te sacrifier. Il a tressailli à ma franchise, mais n'a pas discuté. Le mois passé avait dépouillé beaucoup de ses illusions. L'entretien était prévu pour la semaine suivante. Entre-temps, Thomas a reçu un SMS d'Émilie lui demandant de la rencontrer. « Devrais-je y aller ?» m'a-t-il demandé en me montrant le message. Je voulais dire non. Je voulais le protéger de plus de manipulation, de plus de douleur. Mais il devait prendre ses propres décisions. Cela dépend de ce que tu veux, Thomas. Ce mariage est-il quelque chose auquel tu crois encore ? Il a fixé son téléphone pendant un long moment avant de répondre. Je ne sais plus. Je l'aimais. Je l'aime encore, mais je ne sais pas qui elle est vraiment, ou si ce que nous avions était même réel. Alors peut-être que tu devrais le découvrir, ai-je dit doucement. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. Thomas est revenu 3 heures plus tard, le visage cendré. Elle veut que je dise à la brigade financière que j'étais au courant de certaines des activités de Richard, dit-il sans préambule en entrant chez moi. Elle dit que si je le fais, l'avocat de son père pense qu'ils pourront négocier un meilleur accord de plaidoyer. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je ne me parjurerais pas. Que je ne pouvais pas mentir à des agents fédéraux. Il s'est effondré sur mon canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Elle a dit que si je l'aimais, je ferais cette seule chose pour sa famille, pour notre avenir. Je me suis assise à côté de lui, passant mon bras autour de ses épaules. Oh, Thomas. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je ne détruirais pas ma vie pour sauver son père des conséquences qu'il mérite. Il leva les yeux vers moi, les yeux rouges mais clairs. Elle a dit que je la trahissais, que cela prouvait que je n'avais jamais vraiment fait partie de leur famille. Et qu'as-tu répondu à ça ? Un fantôme de sourire traversa son visage. J'ai dit que c'était peut-être la première chose honnête qu'aucun d'entre eux ne m'ait jamais dite. Je l'ai serré contre moi, ce fils adulte qui voyait enfin clair. « Je suis fière de toi », ai-je murmuré.
Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai eu l'impression qu'il m'entendait vraiment. Le jour de l'interrogatoire de Thomas par la brigade financière est arrivé. Je l'ai conduit au palais de justice du centre de Lyon. Maître Durand, l'avocat, nous a rejoints dans le hall. Thomas était pâle, mais calme, vêtu d'un costume sobre avec une cravate bleue que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. « Souvenez-vous » a dit Maître Durand pendant que nous attendions. « Répondez seulement à ce qui est demandé. Ne donnez pas d'informations de votre propre chef. Si vous ne savez pas quelque chose, dites que vous ne savez pas. Ne devinez pas. » Thomas a hoché la tête, son genou rebondissant nerveusement. Et s'il pose des questions sur Émilie, sur ce qu'elle voulait que je dise? L'expression de Maître Durand était grave. Dites la vérité. S'ils peuvent prouver que vous avez menti à des agents, même sur quelque chose de petit, ils peuvent vous inculper. La vérité est votre meilleure protection ici. Alors qu'il se préparait à entrer, Thomas s'est tourné vers moi. « Tu m'attendras » ? « Bien sûr, » ai-je dit. « Je serai juste là. » L'interrogatoire a duré plus de 4 heures. Je suis restée assise dans la salle d'attente stérile, feuilletant des magazines périmés, vérifiant ma montre toutes les quelques minutes. Finalement, Thomas est sorti avec Maître Durand, tous deux ayant l'air prudemment soulagés. « Ça s'est bien passé » m'a dit Maître Durand alors que nous nous dirigions vers le parking. Ils étaient principalement intéressés par les opérations de Richard, pas par Thomas. Ils ont posé des questions sur la demande d'Émilie, mais Thomas a géré ça parfaitement. Honnête, mais sans accuser. Thomas était silencieux sur le chemin du retour, regardant par la fenêtre la ville qui défilait. Finalement, il a parlé. « Ils m'ont montré des documents, maman. Des dossiers financiers avec mon nom dessus. Des comptes que je n'ai jamais ouverts, des transactions que je n'ai jamais autorisées. » Mes mains se sont crispées sur le volant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un utilisait mon identité. Maître Durand pense que c'était Richard, qui préparait un bouc émissaire au cas où les choses tourneraient mal. Il se tourna pour me regarder, l'expression hantée. Il planifiait ça depuis le début, même avant le mariage. Une prise de conscience glaciale m'a envahi. C'est pour ça qu'il te voulait dans la famille. Pas parce qu'Émilie t'aimait, mais parce qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire. L'agent a dit qu'ils avaient trouvé des comptes similaires à d'autres noms. Des employés subalternes, des parents éloignés, des gens liés au groupe financier du Bois, mais pas à des postes de pouvoir. Il a appuyé sa tête contre le siège. Je n'étais qu'un autre pion. Quand nous sommes arrivés à la maison, Thomas est allé directement dans la chambre d'amis qui était devenue la sienne au cours du dernier mois. J'ai entendu la douche couler, puis le silence. Je lui ai laissé de l'espace, m'occupant des préparatifs du dîner. Plus tard, alors que nous mangions des pâtes à l'îlot de la cuisine, Thomas semblait plus calme, plus résolu. « Maître Durand pense que je devrais demander le divorce » dit-il, enroulant des spaghettis autour de sa fourchette sans les manger. Il dit que je dois me distancer légalement des Dubois avant que leurs actifs ne soient gelés ou saisis. « C'est ce que tu veux » Il a posé sa fourchette. « Ce que je veux, c'est que rien de tout cela ne se soit produit. Ce que je veux, c'est revenir à l'époque où les choses avaient un sens. » Il leva les yeux vers moi, son regard clair. « Mais comme je ne peux pas avoir ça, oui, je veux sortir de là. Je dois sauver ce qui reste de ma vie. » J'ai tendu la main sur la table et j'ai pressé la sienne. « Alors c'est ce que nous ferons. Un pas à la fois. » Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller au lit, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. Thomas se tenait dans le couloir, l'air plus jeune que ses 32 ans. « Je peux te demander quelque chose, maman ?»« Bien sûr. »
Pourquoi m'aides-tu, après ce que j'ai fait au mariage? Après la façon dont je t'ai traité? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que je méritais ce qui m'est arrivé? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Parce que ce n'est pas qui je suis, Thomas. Et ce n'est pas l'homme que je t'ai élevé à être. Nous faisons des erreurs, parfois terribles. Mais la famille, ça veut dire que tu as une chance de les réparer. Il a hoché la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer ça. Ce que j'ai dit ce jour-là. Tu ne peux pas l'effacer, dis-je doucement. Mais tu peux en tirer des leçons. Tu peux choisir d'être différent à l'avenir. Il s'est avancé et m'a serré dans ses bras. La première véritable étreinte que nous partagions depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Et en tenant mon fils, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Pas une guérison complète, mais le début d'une. L'affaire Dubois a avancé plus vite que prévu. Richard a conclu un accord de plaidoyer reconnaissant la fraude sur les valeurs mobilières et la fraude électronique en échange d'une réduction des charges contre Isabelle, qui avait en effet été au courant et avait participé au stratagème. Émilie n'a jamais été inculpée, bien que l'enquête ait révélé qu'elle avait largement profité des fonds volés. Thomas a demandé le divorce. Émilie s'y est d'abord opposée, puis a brusquement accepté les conditions lorsqu'il est devenu clair que se battre signifierait un examen plus approfondi des finances de sa famille. Le bel appartement a été vendu, le produit de la vente consigné en attendant l'issue des réclamations de restitution des victimes. Pendant tout ce temps, Thomas est resté avec moi. Il a trouvé un nouvel emploi dans un petit cabinet de conseil financier, un pas en arrière par rapport à son poste précédent, mais un travail honnête avec des gens qui valorisaient l'intégrité plutôt que les relations. Lentement, il a commencé à reconstruire sa vie. Un soir de fin d'automne, environ 6 mois après le mariage, Thomas et moi étions assis sur la terrasse à boire du thé. L'air était vif, le jardin flamboyant des couleurs de l'automne. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », a dit Thomas. « Du bureau du procureur. Ils me rendent certains de mes objets personnels qui ont été saisis lors de l'enquête. Des choses de l'appartement. C'est une bonne chose, ai-je dit. Une page qui se tourne. Il a hoché la tête, tournant sa tasse entre ses mains. Il y a autre chose. J'ai pensé à changer de nom. Je l'ai regardé, surprise. Ton nom? Pas Colin, juste mon deuxième prénom. Je pensais le changer pour Jacques, comme papa. Mon défunt mari, Jacques Colin, était mort quand Thomas avait 20 ans. Malgré leurs relations parfois difficiles, Thomas avait toujours respecté l'éthique de travail et l'intégrité de son père. Ton père serait honoré, ai-je dit doucement. Je veux me réapproprier qui je suis, a expliqué Thomas. Qui j'étais avant les Dubois, avant de me laisser croire que l'argent et le statut étaient plus importants que les choses que tu m'as apprises. J'ai senti une vague d'émotions trop complexes pour être nommée. Fierté, chagrin, espoir, amour, tout s'en mêlait dans mon cœur. Il y a encore une chose, a continué Thomas, plongeant la main dans sa poche. Il en a sorti une petite boîte et me l'a tendue. C'est pour toi. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, une petite rose d'argent. Ce n'est pas grand-chose, dit-il, soudainement gêné. Pas comparé à ce que tu as fait pour moi? Mais je voulais que tu aies quelque chose qui te rappelle à quel point tu es forte, comment tu continues à fleurir même quand les choses sont difficiles. C'est toi qui as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, maman, dit-il doucement. Les bonnes parties, en tout cas. J'ai juste perdu ça de vue pendant un moment. J'ai glissé le bracelet à mon poignet, regardant comment il captait la lumière déclinante.
Il est magnifique, Thomas. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il y avait encore des jours difficiles à venir. Thomas continuerait à faire face aux retombées de son bref mariage et de son lien avec les Dubois. Il y aurait des dépositions, des formalités administratives et des articles de journaux mentionnant son nom. Mais quelque chose avait été restauré entre nous, quelque chose d'essentiel que j'avais craint de perdre à jamais. Pas seulement une relation mère-fils, mais un respect mutuel, une reconnaissance de la vérité. Plus tard cette nuit-là, après que Thomas soit allé se coucher, je suis restée assise seule dans mon jardin. La lune était haute, projetant une lumière argentée sur les fleurs et les arbustes que j'avais nourris pendant des années. J'ai pensé à Isabelle Dubois, qui avait essayé de voler ma place dans la vie de mon fils, qui m'avait vu comme rien de plus qu'un rappel gênant de ses humbles débuts. Je me suis demandé si elle avait jamais connu le véritable amour, celui qui n'a pas besoin d'être acheté ou mis en scène, celui qui persiste même lorsqu'il est rejeté ou ignoré. J'espérais, pour son bien, qu'elle l'avait connu. Quant à moi, j'avais perdu des choses aussi. Le rêve d'une belle fille qui deviendrait comme ma propre enfant, le fantasme de petits-enfants courant dans ce jardin, la simple joie de voir mon fils heureux en mariage. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. La connaissance que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, que je pouvais faire face à l'humiliation et à la trahison et rester debout, que je pouvais offrir le pardon sans compromettre ma dignité. Isabelle m'avait sous-estimé. Ils m'avaient tous sous-estimé. Ils pensaient pouvoir m'effacer, me remplacer par une version plus polie qui correspondait mieux à leur récit. Ils pensaient que je disparaîtrais tranquillement, acceptant mon rôle assigné de femme vieillissante, n'ayant plus de pertinence dans la vie de son fils. Mais j'étais toujours là, aimante, forte, toujours l'auteur de ma propre histoire. Et maintenant, enfin, mon fils le comprenait aussi. J'ai touché le bracelet en argent à mon poignet, sentant son poids frais contre ma peau. Un petit gage de reconnaissance, mais un gage significatif. Un symbole que parfois, même dans ce monde imparfait, la vérité prévaut. L'amour perdure. La justice, à sa manière, est rendue. Et cela, en fin de compte, est tout ce qu'une mère peut demander.